Nous allons clore ce chapitre sur l'étude des matériaux ferromagnétiques, c'est-à-dire l'étude des matériaux possédant une aimantation permanente. D'après ce que nous avons vu dans le chapitre sur les diélectriques, on pourrait naïvement imaginer que l'origine du magnétisme dans les ferromagnétiques est assez similaire à l'origine de la polarisation spontanée dans les milieux ferroélectriques. Néanmoins, ce que l'on a vu dans la partie précédente, c'est que comparé aux diélectriques, les susceptibilités magnétiques sont beaucoup plus faibles en raison de ce facteur alpha carré qui apparaît devant toutes les polarisabilités que l'on a vues. Et donc si l'on prend des matériaux, on va dire, normaux, eh bien les susceptibilités magnétiques restent petites devant 1. Donc ça veut dire en particulier que toutes les questions de champ local que nous étions posées dans le cas des matériaux diélectriques et qui nous avaient amené à dériver les relations de Lorentz-Lorentz ou de Clausius-Mozotti, qui prenaient donc en compte les interactions entre voisins, entre dipôles voisins, eh bien, ne sont pas réellement nécessaires dans l'étude de matériaux magnétiques, diamagnétiques ou paramagnétiques. La seule situation pour laquelle on pourrait imaginer une susceptibilité de l'ordre de 1, c'est dans un matériau paramagnétique, puisque nous avons vu que la susceptibilité dépendait de la température et croissait à basse température. Donc nous avons vu que cette susceptibilité était de l'ordre du Rydberg sur kBt fois alpha carré. Et donc pour avoir une susceptibilité de l'ordre de 1, il faut travailler une température kBt qui est de l'ordre du Rydberg fois alpha carré. Et si vous mettez les ordres de grandeur, un Rydberg c'est à peu près 10 électronvolts, alpha carré c'est 10-4, donc ça fait 10-3 électronvolts, donc ça fait 10-22 joules. Et si on divise par kB pour obtenir une température, eh bien on obtient une température typique de l'ordre de 10 Kelvin. Donc ce que l'on voit, c'est que le seul régime dans lequel on va pouvoir avoir des susceptibilités de paramagnétique de l'ordre de 1, ce sont des températures extrêmement basses, de l'ordre de quelques Kelvin au-dessus du zéro absolu. Donc cet effet-là, si on voulait imaginer un mécanisme assez similaire de celui des diélectriques pour expliquer l'aimantation permanente, eh bien, ne pourrait fonctionner qu'à très très basse température et donc ne pourrait pas expliquer l'existence d'aimants permanents à température ambiante comme on en observe couramment. Donc, les matériaux, il y a certains matériaux qui présentent une aimantation permanente, le fer, le nickel, les alliages de terres rares. Et la question à laquelle nous allons essayer de répondre maintenant, c'est d'essayer de trouver l'origine microscopique de l'interaction entre les dipôles magnétiques qui va aboutir à l'aimantation spontanée. Alors pour cela, on va considérer un modèle extrêmement simple de cristal, un cristal contenant essentiellement deux atomes. Donc on va décrire le potentiel vu par les électrons comme un double puits. Donc on va écrire le hamiltonien pour le moment en l'absence d'interaction entre électrons sous la forme H égale H1 plus H2. Les indices 1 et 2 vont représenter les deux électrons qui vont se déplacer dans ce potentiel. Donc le potentiel à ce stade-là est juste un terme d'énergie cinétique et un terme de potentiel, donc qui est ici. Et on va faire l'hypothèse que on va considérer que deux états dans ce potentiel, un état A localisé à gauche, un état B qui est localisé à droite, et on va négliger l'effet tunnel entre les deux, en supposant donc que la barrière qui sépare les deux états est relativement haute. Et on va appeler E0 ici l'énergie commune de ces deux états. Donc si on s'en tient à ces deux états, l'espace de Hilbert est relativement simple puisqu'il est engendré par les états A et B pour les degrés de liberté orbitaux et les états de spin en haut et spin en bas pour les degrés de liberté de spin. Alors, on pourrait prendre pour base une base produit tensorielle, mais on sait que l'on a affaire à des électrons, donc qui vont être redevables du principe de Pauli, qui va imposer à l'état quantique des deux électrons d'être antisymétrique par rapport à leur échange. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une base de l'espace de Hilbert qui va être compatible avec cet échange. Donc si on regarde les degrés de liberté de spin, eh bien, on a donc plusieurs niveaux, up, up, down et down, up, et on va construire une base de l'espace de Hilbert, qui est ici dimension 4 pour le spin, qui va être constituée de vecteurs symétriques ou antisymétriques. Donc évidemment, down, down et up, down sont automatiquement symétriques, et puis je peux faire la combinaison linéaire symétrique ou antisymétrique des états up, down et down, up, pour obtenir ici une base de 3 vecteurs, une famille de 3 vecteurs
symétrique et un vecteur antisymétrique. Au passage, on reconnaît les états singulés et triplés de la composition des moments cinétiques. Et donc ça, cet état-ci va correspondre à un état de moment cinétique total S égale 1, et cet état-ci correspond à un état de moment cinétique S égale à 0. Donc ça, c'est l'état, ce qu'on appelle l'état triplé, puisqu'il y a 3 états, et ça, ce qu'on appelle l'état singulé, puisqu'il y a un seul état. Alors pour ce qui est des degrés de liberté de centre de masse, eh bien on a à peu près le même type d'algèbre, puisque l'espace à une particule est engendré par deux vecteurs, les vecteurs A et les vecteurs B, et on va pouvoir constituer une base de l'espace de Hilbert des degrés de liberté orbitaux, qui est constituée de vecteurs soit symétriques, soit antisymétriques ici. Et donc, ce que l'on sait, c'est que on ne peut pas combiner les degrés de liberté de spin et les degrés de liberté orbitaux n'importe comment, puisqu'il faut que, au final, l'état quantique des deux électrons soit antisymétrique. Donc ça veut dire que si on prend un état symétrique, eh bien, il doit être, de spin par exemple, il doit être associé à un état antisymétrique orbital et réciproquement. Donc ça veut dire que les états propres, les états de base permis, autorisés par le principe de Pauli, sont soit un produit d'état symétrique de spin et antisymétrique de position, soit un état antisymétrique de spin et symétrique de position. Donc on voit que dans cet espace de dimension donc 16, en réalité il n'y a que un sous-espace de dimension 6, donc 3 plus 3, qui est permis pour les électrons. Donc nous allons à présent prendre en compte les interactions entre les électrons et écrire le Hamiltonien H sous la forme H1 plus H2, donc ça c'est la même chose que précédemment, plus H1, ce qui va décrire les interactions entre électrons via le potentiel coulombien E carré divisé par R1 moins R2. Alors pour simplifier, on va prendre E0 égale à 0 en fixant arbitrairement le zéro des énergies sur les états A et B. Alors ce que l'on constate, c'est que H1 n'opère pas sur les états de spin, ni H1 et H2 d'ailleurs. Et donc, cela veut dire qu'il va laisser stable les espaces singulés et triplés. Donc regardons tout d'abord le sous-espace singulé, donc S égale 1 ms, tensoriel AB moins BA sur racine 2. Si je regarde l'action de H sur cet état-là, donc on va l'indicer, on va appeler ça psi ms. On va voir psi ms comme ceci, et puis psi m'S pour cela, pour avoir l'action du Hamiltonien, la matrice du Hamiltonien dans le sous-espace triplé S égale 1. Et bien ce que l'on voit, c'est que à la fois H1, comme on l'a dit, H2 et H1 n'opèrent pas sur les variables de spin, et donc ça veut dire que ceci va être égal à S égale 1 ms scalaire S égale 1 m'S multiplié par AB moins BA sur racine de 2 fois H fois AB plus BA sur racine de 2. Donc ce que l'on voit, c'est que pour la partie spin, on a simplement un delta ms m'S, et en facteur, cet élément de matrice, donc AB moins BA sur racine 2 fois H1 AB plus BA sur racine 2. J'ai oublié les H1 et les H2 puisque leur action sur l'état A et B donnait E0 et simplement E0 est égal à 0. Donc la seule partie c'est H1. Alors ce que l'on voit, c'est que cet élément de matrice ici ne dépend pas de ms et de B'S, et donc ce que l'on constate dans un premier temps, c'est que dans le sous-espace triplé, l'opérateur H est simplement une homothétie dont le facteur multiplicatif est donné par cet élément de matrice. Alors si on essaye de regarder un peu plus en détail à quoi ressemble cet élément de matrice, donc il va être égal à 1,5 de AB moins BA H1, c'est-à-dire E carré
sur R1 moins R2, facteur de AB moins BA. Et donc ça va être égal à 1 demi de AB fois E2 sur R1 moins R2 fois AB, plus BA fois E2 sur R1 moins R2 fois BA. Donc ça c'est le terme ici et le terme là. Et puis les termes négatifs, c'est AB sur E2 sur R1 moins R2 BA, moins BA fois E2 sur R1 moins R2 AB. Alors si je regarde le premier terme, celui-ci, AB, E2 sur R1 moins R2, AB, je vais l'écrire de façon explicite en introduisant les fonctions phi A et phi B qui décrivent les fonctions d'onde des états A et B. Donc c'est D3R1, D3R2, fois phi A étoile de R1, phi B de R2, E2 sur R1 moins R2, fois phi A de R1, phi B de R2. Parce que ici, la particule 1 est dans l'état A, la particule 2 est dans l'état B, et pareil de l'autre côté. Et donc, on voit apparaître l'intégrale de D3R1, D3R2, de phi A de R1 en modulo carré, phi B de R2 en modulo carré, E2 divisé par R1 moins R2. Alors par symétrie, si je change les indices 1 et 2, on voit que l'intégrale est inchangée, donc ceci va être aussi égal à BA E2 sur R1 moins R2 fois BA. Donc ça veut dire que les deux termes qui sont ici, en réalité, sont identiques. Donc le terme suivant s'écrit AB E2 sur R1 moins R2 fois BA. Et de nouveau, si j'introduis les fonctions d'onde phi A et phi B, c'est l'intégrale sur D3R1 et D3R2 de phi A étoile de R1, phi B étoile de R2, E2 divisé par R1 moins R2, fois phi B de R1, puisque là la particule 1 est dans l'état B, fois phi A de R2. Et donc si je rassemble, ça va être l'intégrale sur D3R1, D3R2, donc je vais toujours avoir E2 sur R1 moins R2, mais maintenant je vais avoir un phi A étoile de R1, phi B de R1, fois phi B étoile de R2, phi A de R1, R2. Donc on voit ici que la particule 1 change d'état, puisqu'elle est ici dans l'état B et là dans l'état A, et pareil pour la particule 2, ici dans l'état A, là dans l'état B. Donc pour les mêmes raisons précédemment, eh bien on voit que ce nombre-ci est aussi égal à BA E2 sur R1 moins R2 fois AB, simplement en changeant les indices 1 et 2 dans les indices de sommation, R1 et R2. Donc en définitive, on peut écrire la restriction du Hamiltonien à l'espace triplé sous la forme A-J fois l'identité de l'espace triplé, avec A qui est cette intégrale-là, donc c'est la première intégrale que l'on avait calculée, E carré fois l'intégrale sur R1 R2 de module de phi A carré, module de phi B carré, divisé par R1 moins R2. Et ça, on reconnaît une forme qui est assez connue, que l'on peut interpréter comme étant l'énergie classique d'interaction électrostatique des distributions QE phi A de R au carré et QE phi B de R au carré. Donc c'est comme si on avait deux distributions de charge, Q fois phi A au carré et Q fois phi B au carré, et on regarde l'énergie d'interaction électrostatique entre ces deux distributions. Donc ça c'est un terme qui est complètement classique et qu'on aurait écrit assez naturellement. Le deuxième terme, lui, est d'origine purement quantique. Donc ce terme qu'on note J, conventionnellement, c'est E carré fois l'intégrale sur R et R2, toujours, de phi A étoile R1, phi B de, B de R1, et phi B étoile de R2, phi A de R2, divisé par R1 moins R2. Et donc on voit que ce terme-là, que l'on appelle une intégrale d'échange, c'est une conséquence directe de la mécanique quantique, puisqu'elle provient du fait qu'on a imposé à la fonction d'onde d'être antisymétrique par échange de R1 et R2, c'est ce qui a donné naissance à ces termes croisés dans lesquels la particule 1 passe de l'état B à l'état A et la particule 2 passe de l'état A à l'état B. Donc nous allons procéder de même pour l'espace singulé. Ici, la composante de spin est simple, puisqu'on a simplement S égale à 0, MS égale à 0. Mais en revanche, on a trois états possibles
pour la partie orbitale qui sont AA, BB et AB plus BA sur racine de 2. Alors, on ne va pas s'intéresser à tous les éléments de matrice, donc en principe, il faudrait construire cette matrice 3 par 3. Et on va s'intéresser uniquement aux termes sur la diagonale pour des raisons qui seront apparentes plus tard. Donc si je regarde ici, par exemple, AA et AA, eh bien, je vais calculer AA, H int, AA, puisque exactement comme pour l'état triplé, eh bien, on peut se débarrasser de la composante de spin et se concentrer uniquement sur la composante spatiale. Et donc ceci va être égal à l'intégrale sur D3R1, D3R2, donc de phi A de R1 étoile, phi A de R2 étoile, U carré sur R1 moins R2, multiplié par phi A de R1, phi A de R2, et donc est égal à l'intégrale sur D3R1, D3R2, de module de phi A de R1 en modulo carré, module de phi A de R2 en modulo carré, E2 sur R1 moins R2. Et donc ça, on va noter ça U, conventionnellement, et ça va décrire, finalement, comme précédemment, la répulsion électrostatique classique entre les deux distributions, phi A de R1 et phi A de R2. Pour le terme qui est ici, donc le terme AB plus BA sur racine 2 fois H int, fois AB moins BA sur racine 2, eh bien, ce que l'on constate, c'est que c'est exactement le même calcul que précédemment, mais avec le signe plus ici qui va remplacer le signe moins, et donc ceci va être égal à A plus J. Donc sur la diagonale, on va avoir U, U et A plus J ici, puis des choses, des éléments inconnus ici. Là. Donc au total, dans l'espace triplé, la matrice va s'écrire UA plus J, avec ici donc des éléments hors diagonaux qui ne vont pas nous intéresser, et la valeur de U, c'est la répulsion électrostatique sur site, qui est complètement classique. Alors justement, cette répulsion sur site correspond à deux électrons qu'on va essayer de placer au même endroit, et donc elle va être extrêmement forte. Et donc on va s'intéresser à une situation dans laquelle U est très grand, et finalement est dominant devant tous les autres éléments de la matrice. Donc si on imagine que U est l'énergie dominante du problème, eh bien on va pouvoir écrire le hamiltonien sous la forme d'une matrice donc 6 par 6, comme ceci, avec ici le sous-espace S égale à 0, là le sous-espace S égale 1. Donc on va avoir des zéros partout, sauf pour les valeurs de U ici, qui sont donc, comme on l'a dit, les termes dominants. Donc ça, on va avoir des vecteurs propres qui sont AA, BB, et puis le deuxième sous-espace propre, c'est le sous-espace propre engendré par tous ces vecteurs-là, et qui correspond à la valeur propre 0. Donc le sous-espace propre d'énergie la plus basse, en l'absence d'autres termes que U, c'est ce sous-espace-là qui a une énergie nulle, et donc qui va être engendré par AB plus BA sur racine 2 fois S égale à 0, MS égale à 0, c'est ce vecteur-là. Et puis les trois vecteurs de S égale 1, qui sont AB moins BA sur racine de 2, fois S égale 1 et MS. Donc voici le deuxième sous-espace propre lorsque U est égal à infini. Donc maintenant, on va supposer que U est fini, et donc tous les autres termes de la matrice vont apparaître, et on va les traiter en perturbation de U. Et à ce moment-là, ce que l'on sait, c'est que, d'après la théorie des perturbations dégénérées, il va falloir diagonaliser la restriction du hamiltonien au sous-espace non dégénéré. Donc le sous-espace non dégénéré qui va nous intéresser, c'est l'espace fondamental qui est celui-ci. Donc il va falloir restreindre, diagonaliser le hamiltonien perturbé, c'est-à-dire avec A, J, etc., dans ce sous-espace-ci. Bah, c'est pas très compliqué, puisque en réalité, quand on le réécrit, le hamiltonien complet, donc ici on a ce terme-là, on va avoir A plus J, A moins J, A moins J, A moins J. Et donc on voit qu'il est déjà diagonalisé, et donc que ces vecteurs propres ici vont être des vecteurs propres de la restriction du hamiltonien au sous-espace dégénéré correspondant à l'énergie nulle pour des interactions très très fortes. Donc ça veut dire qu'on va travailler dans ce sous-espace-là, A moins B
moins BA sur racine de 2, S égale 1 ms, et A plus B sur racine de 2, S égale à 0, ms égale à 0. Donc c'est un espace de dimension 4. Et ce que l'on voit, c'est que du point de vue orbital, en fait, on a au signe près toujours à peu près la même chose. C'est-à-dire que on a des états qui sont intriqués, dans lesquels si un électron est sur A, l'autre est sur B, et si le premier est sur B, l'autre est sur A. Et pareil de l'autre côté. Donc ce sont des états qui, du point de vue orbital, vont placer un électron et un seul par site. Ce qui est compréhensible puisqu'on a fait l'hypothèse que U était très très grand, donc ça veut dire que la répulsion sur site est très très importante. Le fait de mettre deux électrons au même endroit va coûter énormément d'énergie, c'est le paramètre U qu'on a introduit et qu'on a supposé très grand. Donc ça veut dire que pour le système, eh bien, c'est préférable de mettre un électron et un seul par site de façon à minimiser cette énergie de répulsion. Et donc la dynamique, d'un certain sens, du problème va intervenir dans les valeurs de spin, puisque dans ce cas-là, on va avoir un état triplé, S égale 1, et donc qui va avoir une énergie, dont on a vu qui était A moins J, et puis là, on va avoir un état singulier qui va avoir une énergie A plus J. Alors ça, ça peut vous rappeler quelque chose. On a une levée de dégénérescence entre S égale 1 et S égale à 0, et bien c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on fait la combinaison des moments cinétiques de spin 1,5, lorsque l'on fait la structure hyper fine de l'atome d'hydrogène. Donc en effet, maintenant si on oublie les parties orbitales, eh bien on a en fait un état S égale 1 ms qui a une énergie A-J, et S égale 0, ms égale à 0 qui a une énergie A plus J. Et bien ça a exactement la même structure qu'un Hamiltonien effectif qui va se mettre sous la forme d'une constante, plus, on va dire, C, S1, scalaire S2. Qui est donc, je vous le rappelle, hein, le Hamiltonien que vous avez croisé lorsque vous avez regardé la structure hyper fine de l'atome d'hydrogène. En effet, ce Hamiltonien S1 scalaire S2, par invariance par rotation, il va pouvoir se diagonaliser, il va commuter avec le moment cinétique total S égale S1 plus S2 de la paire d'électrons, puisqu'on a que S carré est égal à S1 carré plus S2 carré plus 2 S1 scalaire S2. Et donc ceci va pouvoir s'écrire comme une constante plus C divisé par 2, S carré moins S1 carré moins S2 carré. Donc le spin des électrons c'est 1,5, donc S1 carré va valoir H bar 2 fois 3 quarts, c'est H bar 2 S1 plus 1 fois S1 avec S1 égale 1,5. Ça va être pareil pour S2 au carré. Donc ce truc-là, c'est simplement moins 3,5 de H bar 2. Pour S2 carré, eh bien, si vous vous souvenez du cours sur la composition des moments cinétiques, lorsqu'on a deux spins 1,5, S1 et S2, eh bien, les valeurs du spin total S vont être S égale à 0 ou S égale 1. Vous vous souvenez que les valeurs de S sont comprises entre S1 moins S2 et S1 plus S2. Donc si S1 et S2 sont identiques, S1 moins S2 c'est 0. Et S1 plus S2, ici, ça va être 1,5 plus 1,5, ça va faire 1. Donc ceci va être égal à une constante fois H bar 2, S, SS plus 1, moins 3,5 de H bar 2. Et donc la valeur de S va valoir 0 ou 1, suivant qu'on est dans l'état triplé ou dans l'état singulier. Et donc on voit que ce Hamiltonien-là a bien exactement la même structure que notre Hamiltonien, puisqu'il va créer une levée de dégénérescence entre l'état singulier et l'état triplé. Donc si je prends l'énergie de S égale 1 moins l'énergie de S égale à 0 dans notre modèle, ça va être égal à moins 2 fois J. À présent, pour le Hamiltonien effectif, eh bien, les valeurs propres pour S égale 1, ça va être la constante plus C sur 2, donc fois 2H bar 2, moins 3,5 de H bar 2. Ça, c'est donc SS plus 1 pour S égale 1. Et puis, pour S égale à 0, ça va être une constante plus C sur 2 fois 0, moins 3,5 de H bar 2. Et donc ce que l'on voit, c'est que l'énergie du Hamiltonien effectif pour S égale 1 moins l'énergie du Hamiltonien effectif pour S égale à 0, la constante va disparaître, les 3,5 de H bar 2 vont disparaître, et on va simplement avoir C fois H bar 2. Et donc en identifiant, on voit que la constante
C va être égal à moins J sur H bar 2. Moins 2J sur H bar 2. Donc en définitive, ce que l'on trouve, c'est que le hamiltonien, ou la restriction du hamiltonien à ce sous-espace-ci, a la même structure qu'un hamiltonien effectif, qui est une constante, moins 2J S1 scalaire S2, divisé par H bar carré. Donc ça ressemble un petit peu à une énergie d'interaction spin-spin. Si J est positif, ceci va avoir tendance à aligner les spins S1 et S2 parallèlement les uns aux autres. Mais donc ce qui est remarquable, c'est que cet élément matrice J, vous vous souvenez, c'est une intégrale sur les fonctions de phi a et phi b, avec des invariances et d'échange, mais qui fait intervenir le potentiel E carré sur R1 moins R2. Donc c'est une intégrale qui va être pilotée par l'électrostatique et pas par l'hémaïtostatique. Et donc à des facteurs géométriques qui vont traduire le recouvrement des fonctions phi a et phi b, qui peut être relativement faible si la barrière qui sépare A et B est profonde, mais qui peut être aussi relativement grande si celle-ci est peu profonde, justement. En tous les cas, cette intégrale d'échange, J, va être de l'ordre du Rydberg, donc multiplié par ce facteur géométrique de recouvrement des fonctions d'onde. Donc, on peut réinterpréter le résultat précédent en disant que l'interaction d'un électron avec ses voisins s'écrit sous la forme moins donc gamma S1 scalaire S2 fois J fois 2J sur H bar 2 divisé par gamma. Donc ici on fait apparaître le moment magnétique de l'électron 1. Gamma c'est le facteur gyromagnétique, donc gamma c'est G fois QE sur 2ME. Et donc ce terme-ci va jouer le rôle d'un champ magnétique effectif avec lequel interagit le moment magnétique M1. Donc on va imaginer que les électrons interagissent avec leurs voisins en décrivant cette interaction comme un champ effectif de JS divisé par H bar carré. Donc si on fait l'hypothèse que on a tous les électrons qui sont plus ou moins dans le même état, eh bien S est directement proportionnel à l'aimantation du milieu, puisque l'aimantation du milieu, c'est la densité de moment dipolaire, donc l'aimantation M va être égale à la densité de particules fois gamma fois S. Donc finalement, je peux remplacer S par M divisé par N gamma, et donc le champ magnétique effectif vu par les électrons va s'écrire 2J M NH bar 2 divisé par gamma carré. Alors maintenant, revenons aux lois phénoménologiques que nous avions établies précédemment. Donc on avait dit que lorsqu'on regarde un atome possédant un moment dipolaire magnétique, eh bien on allait avoir une aimantation M qui était proportionnelle à chi fois H, où chi, je vous rappelle, était en Rydberg divisé par kBt fois alpha carré. Et ce qu'on va prendre maintenant pour H, eh bien c'est le H local, ou l'équivalent du H local, c'est-à-dire la somme du champ magnétique qu'on impose de l'extérieur, et puis du champ effectif dû à l'interaction avec les voisins. Donc, dit autrement, ceci va s'écrire comme M était donc égal à qui, mu 0, donc je vous rappelle, hein, le qui c'est celui qu'on a calculé précédemment, B, plus 2J, M, sur NH bar 2, gamma 2. Donc je peux placer le M de l'autre côté, donc je vais avoir M facteur de 1 moins 2 qui J mu 0 N H bar 2 gamma 2 est égal à qui fois B sur mu 0, donc qui fois H si vous voulez. Et donc M va être de l'ordre de qui sur 1 moins 2 qui J sur mu 0 N H bar 2 gamma 2 fois H. Donc on peut toujours écrire que M c'est qui effectif fois H avec qui effectif qui va être égal à qui divisé par 1 moins 2J divisé par mu 0 N
h bar de gamma 2 fois qui, ou si vous préférez, c'est aussi égal à 1 sur qui, moins 2j, divisé par mu 0, n h bar 2 gamma 2. Alors, si on dit que j c'est de l'ordre du Rydberg, on dit que n c'est de l'ordre d'une... donc c'est la densité typique en matière condensée, donc c'est 1 sur A0 cube, et bien ce que l'on constate, c'est que cette quantité-là, J mu 0 n h bar de gamma 2, ne va s'écrire qu'à l'aide des constantes fondamentales QE, epsilon 0, C et h bar, et à l'aide de ces constantes, on peut construire qu'un seul nombre sans dimension, qui est la constante de structure fine. Alors, quelle puissance de la constante de structure fine? C'est relativement simple, puisque le seul endroit où on va trouver du C, c'est dans mu 0, puisque mu 0 c'est 1 sur epsilon 0 C2, donc en fait ceci est proportionnel à C carré, et donc comme la constante de structure fine c'est E2 sur H bar C, et bien ceci est comme 1 sur alpha carré. Donc on a en définitive que ceci, cette constante effective, va se mettre sous la forme KBT divisé par Rydberg alpha carré moins 1 sur alpha carré avec des préfacteurs. Et donc ceci peut aussi s'écrire comme alpha carré Rydberg divisé par KBT moins le Rydberg. Donc voilà la loi que l'on obtient pour cette constante effective. Donc la constante, la susceptibilité effective qui est effective étant 1 sur T moins TC, où TC, KBTC, est de l'ordre du Rydberg. Donc on retrouve une loi qu'on appelle la loi de Curie-Weiss, qui est une généralisation de la loi de Curie, donc c'est plus 1 sur T, mais 1 sur T moins Tc. Ce que l'on voit, c'est que pour T égale Tc, eh bien, qui effectif diverge, mais surtout change de signe, ce qui veut dire que pour T plus petit que Tc, qui effectif est négatif, et donc on sait qu'une susceptibilité négative correspond à une instabilité de la solution H en nul, à aimantation nulle, donc ça veut dire que le système va s'aimanter spontanément, et donc ceci va justifier l'apparition d'une aimantation spontanée en l'absence de champ extérieur. Et ce que l'on voit, c'est que le mécanisme que l'on vient de trouver donne une température critique qui a une échelle d'énergie qui est bien plus grande que celle prédite par les mécanismes magnétiques standards, on va dire, puisque l'échelle d'énergie que l'on obtient est donnée par le Rydberg, c'est-à-dire une température de l'ordre du millier de Kelvin qui est compatible avec les températures de Curie observées en pratique expérimentalement. Donc ici vous avez la loi de Curie-Weiss, vérifiée expérimentalement. Donc on voit ici on trace 1 sur qui en fonction de la température. On voit bien une loi ici linéaire, avec une petite déviation, les points correspondent aux expériences à basse température, qui correspondent en fait à une violation des hypothèses de notre modèle, dans lequel on a fait l'hypothèse essentiellement que tous les spins S avaient la même valeur. Et près du point critique, eh bien, il y a d'importantes fluctuations qui se développent qui fait que notre modèle n'est plus valable. Et donc il y a une légère déviation par rapport à la loi de Curie-Weiss qui est valable loin de la zone critique. Donc grâce à ce modèle, nous pouvons comprendre l'origine du magnétisme, de l'aimantation spontanée que l'on observe dans les matériaux ferromagnétiques. Maintenant, si on s'intéresse à ce qui se passe en dessous de Tc, et plus particulièrement à l'équation d'état, à l'équation constitutive qui relie B à H, eh bien, dans un matériau ferromagnétique, celle-ci présente une hystérésis. C'est-à-dire que si on imagine une expérience dans laquelle on va bobiner un solénoïde autour d'un matériau ferromagnétique, par exemple du fer, hein, pour faire simple, ce que l'on a vu, c'était qu'à l'intérieur du matériau, à l'intérieur d'un solénoïde, eh bien, H est fixé directement par le courant que l'on impose dans le bobinage et pas dans le matériau. Donc lorsqu'on va changer le courant, eh bien, on va faire varier H. Et ensuite, on peut mesurer B par différentes façons, par exemple en mesurant le flux à travers une bobine en utilisant la loi de Lenz. Et ce que l'on constate, c'est qu'en fait, il y a un comportement hystérétique, c'est-à-dire suivant que l'on monte H, que l'on monte le courant, ou que l'on diminue H, donc que l'on diminue le courant, eh bien, on ne repasse pas exactement sur les mêmes points. Alors, il y a plusieurs points qui sont importants sur cette courbe-là. Le premier point, probablement le plus important, c'est cette valeur-là. Ce que l'on constate, c'est que lorsque H égale à 0, donc quand il n'y a pas de courant dans le bobinage que l'on a enroulé autour du matériau magnétique, eh bien, il y a un champ magnétique non nul. Donc BR, ce qu'on appelle le champ rémanent, c'est le champ à courant nul, qui correspond donc à l'aimantation
permanente de l'élément que l'on est en train de considérer. L'autre point important, c'est HC, le champ coercitif. C'est essentiellement le champ pour lequel eh bien, on va renverser, l'excitation magnétique pour laquelle on va renverser le sens du champ. En gros, ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes dans cette région-là, imaginons, donc vous avez une aimantation qui va être négative, eh bien vous voyez que votre aimantation va survivre à un champ H qui va être positif. C'est-à-dire que dans cette région-là, on aurait envie de mettre les dipôles alignés dans la direction positive, mais il y a une certaine résistance, et donc il faut imposer un courant minimum pour être capable de renverser la direction des aimants que l'on avait créés. Et donc ce champ coercitif va traduire finalement la résistance de l'aimant permanent à un champ magnétique extérieur. Donc on va caractériser deux types de matériaux ferromagnétiques. Les matériaux ferromagnétiques durs, tels que l'acier ou les terres rares, sont des champs qui ont des grands champs coercitifs. Et donc ça veut dire qu'ils vont être très insensibles à des interférences extérieures. Donc vous allez pouvoir garder votre aimant même si vous l'approchez d'un autre aimant, il ne va pas se désaimanter. D'autres matériaux, eux, sont des matériaux qui sont dits ferromagnétiques doux, tels que les alliages fer-lithium ou fer-cobalt, fer-nickel je crois plutôt, fer-nickel et fer-cobalt, qui ont en revanche des petits champs coercitifs. Donc s'ils ont des petits champs coercitifs, c'est-à-dire que leur cycle d'hystérésis a une petite surface, et ça c'est intéressant parce que la surface de ce cycle d'hystérésis, donc l'intégrale de HdB, eh bien c'est le travail que l'on va fournir lorsque l'on va faire un cycle. Or, si vous réalisez par exemple un transformateur, dans lequel vous allez utiliser un matériau ferromagnétique pour guider les lignes de champ du primaire au secondaire, eh bien vous allez avoir un champ qui va alterner, comme ceci, de valeurs positives à négatives, et donc ce travail va traduire des pertes électriques dans votre transformateur. Et donc si vous voulez minimiser les pertes électriques, eh bien il vaut mieux utiliser à ce moment-là un matériau ferromagnétique qui va être doux. Alors juste pour conclure sur ce chapitre, un petit exemple d'application de ces matériaux ferromagnétiques en détaillant le principe d'un électroaimant. Donc un électroaimant, c'est essentiellement un matériau ferromagnétique autour duquel on va faire un bobinage, et on va s'intéresser au champ magnétique qui va être créé à l'intérieur de l'entrefer ici. Alors la première chose qu'il faut bien voir, c'est que quand on a un barreau qui est uniformément aimanté, ce que l'on sait, si l'aimantation est dans l'axe du barreau, eh bien on va créer des courants à la surface qui vont créer l'équivalent essentiellement d'un solénoïde. Or on sait qu'un solénoïde conserve ses lignes de champ à son intérieur, il n'y a pas de fuite de lignes de champ d'un solénoïde. Eh bien ça va être exactement pareil lorsqu'on va considérer un matériau ferromagnétique avec une aimantation comme ceci. Eh bien il va essentiellement canaliser les lignes de courant qui vont suivre, comme ceci, le barreau aimanté. Donc à l'intérieur de cet aimant, de ce matériau ferromagnétique, on va avoir un champ magnétique B, puis une excitation magnétique H. Donc on va avoir un B et un H comme ceci. Donc avec H qui est égal à B sur mu0 mu R, et en général dans les matériaux ferromagnétiques, mu R est très grand, il peut y avoir plusieurs centaines ou plusieurs milliers. Donc on a toujours que divergence B est égale à 0, donc ça veut dire que B est à flux conservatif, donc ça veut dire qu'essentiellement B va prendre toujours la même valeur tout le long du contour ici. Donc B est constant. Alors en revanche, H, lui, va changer de valeur, puisque suivant qu'on est dans le vide ou dans le matériau ferromagnétique, eh bien on va avoir un mu R qui va être différent, mu R égale 1 dans le vide ici, mu R égale le mu R du milieu, lorsqu'on est à l'intérieur du matériau ferromagnétique. Donc si on applique le théorème d'Ampère, vous rappelez que le théorème d'Ampère s'applique au vecteur H, et bien la circulation de H sur un contour fermé est égale au courant, traversant ce parcours, ce contour, et donc ça va être égal au nombre de spires fois le courant I que l'on fait passer dans le fil, dans le bobinage. Donc HDL va être égal à donc B sur mu0 mu R fois LC. Ici c'est la longueur du contour ici, plus B sur mu0 fois LE, la taille de l'entrefer. Et donc c'est égal à NI.
Et donc ce que l'on voit, c'est que B est égal à NI divisé par, en formule 0, on va mettre ici, LE plus LC sur mu R. Donc voilà la formule du champ magnétique à l'intérieur de l'entrefer. Alors comme je le dis, mu R est en général très très grand devant 1, donc on va pouvoir négliger essentiellement ce terme-là, et donc on voit c'est que B est égal à NI sur mu 0 fois L. Donc on retrouve à peu près la même formule que pour le champ magnétique d'un solénoïde, B égale mu 0 NI, simplement ici, N, le nombre de spins par mètre, c'est le nombre total de spires divisé par LE. Et donc plus on va prendre un entrefer petit, et plus le champ magnétique va être important. Mais vous voyez que l'intérêt de la présence du ferromagnétique, du noyau de fer autour duquel on a bobiné les bobines, c'est qu'on n'a pas besoin de bobiner ces bobines sur une toute petite distance. Donc imaginons qu'on prenne un entrefer de 1 mm, eh bien ce sera très difficile de bobiner, je ne sais pas moi, 1000 tours autour sur une longueur de 1 mm, puisque les fils font eux-mêmes 1 mm, donc ça va être assez compliqué. Maintenant, comme vous bobinez vos fils autour du noyau ici, bien vous voyez que là vous pouvez avoir plusieurs dizaines de centimètres pour bobiner votre fil, et dans un certain sens, ce bobinage va se retrouver concentré ensuite sur LE, donc va vous permettre d'obtenir des champs magnétiques relativement intenses. Une autre façon aussi d'augmenter le champ magnétique, c'est d'utiliser une pièce conique, c'est-à-dire dans laquelle on va la tête de l'entrefer en fait va être comme ceci, de façon à réduire la surface des lignes de champ, et de façon à utiliser l'indivergence du champ magnétique pour augmenter encore la valeur du champ magnétique dans l'entrefer. Donc on utilise ces entrefers tronconiques pour encore amplifier le champ magnétique. Évidemment, si votre surface ensuite est trop petite, et bien les lignes de champ vont commencer à fuir, le guidage ne va plus marcher, et à ce moment-là, votre champ va arrêter d'augmenter. Donc voilà pour ce chapitre sur les milieux magnétiques. Donc un petit résumé des choses qu'il faut se souvenir. Donc essentiellement la force qui s'exerce sur un milieu magnétique, qui va nous permettre de caractériser les milieux diamagnétiques et paramagnétiques. Donc les milieux diamagnétiques sont les milieux pour lesquels la susceptibilité est négative et ces milieux sont repoussés des régions de champ fort. Un matériau paramagnétique, au contraire, est un matériau pour lequel la susceptibilité est positive et ce matériau va être attiré vers les régions de champ fort. Tout matériau est par défaut diamagnétique, donc il y a toujours un diamagnétisme rémanent, mais s'il est présent, le paramagnétisme domine, et essentiellement la présence du paramagnétisme va dépendre des configurations électroniques à l'intérieur des atomes. Et enfin, il faut bien se souvenir que le ferromagnétisme est le produit d'un effet qui est purement quantique. Si vous voulez, c'est une preuve supplémentaire de la validité de ce théorème de Born-Van Leeuwen, qui vous nous disait au tout début que les propriétés magnétiques de la matière ne peuvent pas se déduire d'un modèle classique. Donc là, on le voit vraiment dans le cas du ferromagnétisme, puisqu'on a besoin de faire intervenir le principe de Pauli et l'électrostatique pour comprendre l'origine du ferromagnétisme et donc de l'aimantation spontanée que l'on observe dans les aimants. Donc on en a fini avec les propriétés statiques et thermodynamiques de la matière, et dans le chapitre qui va suivre, nous allons nous intéresser à la réponse à des champs électriques dynamiques variables, ce qui va nous permettre de comprendre ensuite les propriétés de propagation de la lumière dans les milieux diélectriques.